Bonjour à tous, vous qui êtes présents et vous qui suivez à distance. Ce n'est pas moi qui suis à l'origine du projet FranMob et la conception globale du produit, à savoir l'idée d'avoir un référentiel actionnel déclinant le projet en mini-projets et ensuite des séquences qui ne sont pas des séquences modèles mais des illustrations de ce que les enseignants et les apprenants peuvent faire à partir de ce référentiel et en fonction de l'objectif final. Cette idée, elle vient de quelqu'un que vous connaissez bien puisque vous avez déjà suivi 2 séquences de formation avec elle. Je pourrais vous demander de la nommer. C'est Adriana d'Aventure, voilà, qui apparaît bien sûr aussi sur la première page du guide. Voilà, donc vous avez le titre à l'écran. Hélène vous a dit qu'il s'agit d'un produit innovant. Cette conférence se situe par rapport aux 2 premières séquences que vous avez déjà eues avec Adriana d'Aventure, et elle se situe aussi en préparation des 2 séquences suivantes. La deuxième des séquences suivantes, vous me retrouverez puisque on va la co-animer, Adriana d'Aventure et moi. Il s'agit de ce qu'on a appelé très modestement le séminaire théorico-pratique. Il ne faut pas vous épouvanter de ce titre. Ça voudra dire seulement que vous exprimiez, disons, ce que vous ressentez, vous, comme implication didactique en termes de mise en œuvre de ce produit. Donc moi, je vais parler aussi, il s'agit d'une innovation didactique. Je ne vais pas vous présenter le terme, le concept d'innovation à partir, dans la perspective du concepteur, mais dans la perspective de l'utilisateur. Quelles sont pour moi les implications didactiques de l'utilisation de ce produit pour l'enseignement-apprentissage. Et puis dans la dernière séquence donc, de formation, co-animée par Adriana d'Aventure et moi, eh bien, ce sera aussi les implications didactiques, mais telles que vous les ressentez. Voilà. Il y aura sûrement des différences entre mon ressenti et le vôtre. On va passer à la diapo suivante. Je suis désolé, mais je n'ai pas la commande de ce qui se passe derrière, donc je suis obligé de faire un petit signe. De temps en temps, je me retournerai. Voilà. Ce n'est pas pour voir s'il y a un danger derrière, mais si on est bien sur la bonne diapositive. Donc, ça, je ne vais pas le commenter longuement. C'est le résumé qui a été publié de ma présentation. Et j'ai mis seulement en rouge, vous voyez, les implications didactiques, c'est ce dont je viens de parler. J'aurais pu mettre en rouge aussi le mot projet, mais ça, vous avez déjà suivi les 2 premières séquences de formation, donc vous savez que tout se base, c'est un produit didactique d'enseignement-apprentissage des langues, mais sa pédagogie de référence est une pédagogie qui est très connue dans l'histoire, depuis déjà John Dewey aux États-Unis, De Crowley en Belgique, Célestin Freinet en France. C'est la pédagogie de projet. Et en fait, le produit FranMob est une articulation, une combinaison plutôt, entre la perspective actionnelle d'une part et la pédagogie de projet de l'autre. Ça fait longtemps que je dis que la pédagogie de référence de la perspective actionnelle, c'est la pédagogie de projet, qui est une pédagogie déjà bien connue historiquement. On connaît ses avantages, on connaît ses désavantages. On connaît ce que ça donne, on connaît aussi les limites sur la pédagogie de projet. On a beaucoup publié sur la pédagogie de projet. C'est une des différences entre l'approche communicative et la perspective actionnelle. Dans l'approche communicative, la pédagogie de référence était très vague. C'était dans l'approche communicative, j'ai bien dit. Hein. Dans l'approche communicative, la pédagogie de référence était très vague. C'était la pédagogie active, qui donnait concrètement le thème que vous connaissez bien, ou la thématique que vous connaissez bien, qui est la dite centration sur l'apprenant, quoi. Vous voyez ? Mais disons qu'il n'y avait pas de construction véritablement pédagogique semblable, comparable à celle de la pédagogie de projet, qui a une longue tradition dans l'enseignement aux adultes et dans l'enseignement scolaire. Okay ? Il y a toujours eu une homologie très forte entre l'action d'usage à laquelle on veut préparer les élèves et l'action d'apprentissage
ou les actions d'apprentissage par lesquelles on veut préparer les élèves aux actions d'usage ensuite aux sociétés. Bon, vous allez comprendre tout de suite, je ne vais pas remonter loin dans l'histoire. Dans l'approche communicative, on veut que les élèves soient capables de communiquer ensuite, plus tard, avec des étrangers, dans des situations de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on fait? Homologie, on fait la même chose en classe. Et à la fin de chaque unité didactique, l'objectif, c'est que les élèves soient capables de communiquer entre eux en langue étrangère en classe. Comme ils sont entre bons petits Brésiliens ici, et qu'ils n'ont pas à communiquer normalement, ils communiquent très bien en portugais, on va leur demander de faire comme s'ils étaient des étrangers, comme s'ils n'étaient pas chez eux, mais à l'étranger. Et donc la simulation, si vous voulez, permet d'assurer l'homologie entre l'agir d'usage et l'agir d'apprentissage. Okay? On veut les préparer à communiquer avec des étrangers, on leur demande en classe de faire comme s'ils étaient en train de communiquer avec des étrangers. Voilà l'homologie. Okay? Bien, quand j'ai lu la version définitive du cadre européen en 2001, j'ai rédigé tout de suite un article qui a été publié en 2002, où je disais que cette homologie, je vous disais que je ne vais pas remonter très loin dans l'histoire, cette homologie, on la retrouve constamment. On la retrouve constamment. Et que donc, je faisais le pari qu'on allait la retrouver aussi avec la perspective actionnelle, qui était seulement ébauchée dans le cadre, mais qui n'était pas du tout expliquée ni implémentée. Okay? Et donc je disais qu'à partir du moment où on veut former un acteur social, étant donné que le modèle d'action sociale de référence depuis longtemps maintenant, c'est le projet, pas seulement en pédagogie, mais en entreprise par exemple. Hein. Et puis on parle du projet personnel, on parle du projet de retraite. Moi, mon projet de retraite, vous avez compris qu'il est déjà derrière moi. Bien. On met le projet un petit peu à toutes les sauces, si vous voulez. Hein. Il y a un monsieur Boutinet qui a publié en 98 un très bon livre qui s'appelle « L'anthropologie du projet ». Vous voyez, rien que le titre veut dire que le projet, il y en a partout, quoi. Donc, le projet, c'est le modèle d'action sociale, qui est une action complexe. C'est pour ça que dans le projet, il y a toujours une prise en compte de la complexité. C'est pour ça que pour réaliser un projet, il faut déjà se projeter. J'ai une de mes anciennes thésardes, qui est professeure maintenant à l'université, qui a fait sa thèse sur la pédagogie de projet dans l'enseignement du français langue étrangère. Et elle a ressorti un ouvrage d'un philosophe sociologue allemand qui s'appelle Albert Schulz, qui a eu une formule géniale et qui a dit le temps du projet, c'est le futur antérieur. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans la démarche de projet, que vous allez commencer un projet, votre premier travail, c'est de vous demander qu'est-ce que j'aurais dû faire quand j'aurais terminé mon projet? Quelles sont les difficultés que j'aurais rencontrées? Quelles sont les ressources auxquelles je pourrais avoir accès? À qui je pourrais demander de l'aide? À qui j'aurais pu demander de l'aide? Alors oula, c'est difficile le futur antérieur, hein, on n'est plus du tout habitué, pourtant c'est le temps même du projet, vous voyez. La démarche de projet, c'est de se projeter à la fin et de voir en récursivité tout ce que j'aurais dû faire quand j'aurais terminé mon projet. Ça y est, j'ai réussi à récupérer mon passé, mon futur antérieur. Okay. Voilà, donc implications didactiques, je vais les présenter telles que moi je les vois. Et puis encore une fois, dans la dernière séance de travail, co-animée par Adriana Daventure et moi, on va confronter, si vous voulez, les implications didactiques que je vais vous présenter, mais que vous voyez déjà aussi, puisque vous avez déjà eu 2 séquences de formation, donc vous êtes déjà dit « oulala, mais ça, oulala, mais ceci ». Vous voyez les difficultés, voilà. Bon. Donc, mes implications didactiques telles que je les vois, et ensuite confrontées avec celles que vous voyez de votre côté. Voilà, je suis allé un peu loin, un peu longtemps sur cette chose. Donc, je vais me baser essentiellement sur la présentation didactique. Excusez-moi, mais vous le voyez d'ici? Oh, c'est super. Vous voyez, les nouvelles technologies, quand même, c'est génial. Hein, on est en réseau, là, elle voit mon écran au moment où elle doit passer à l'écran suivant. Donc je vais reprendre essentiellement un certain nombre d'idées qui me paraissent importantes aujourd'hui pour cette conférence. Voilà. Donc je vais aborder successivement les points suivants. Voilà.
Je ne lis pas, vous les avez à l'écran. Les objectifs, eh ben, vous les connaissez. Les objectifs, en termes d'objectifs terminaux, c'est vraiment ce que les élèves doivent être capables de faire à la toute fin du cours. D'accord ? Donc, c'est ce qu'ils doivent, ce qu'on a prévu qu'ils fassent à la fin du projet, au projet 4. Donc, vous avez ici les intitulés des micro-projets. Vous connaissez le concept de micro-projet. Les intitulés de ces différents micro-projets, avec le dernier qui est réussir son entretien de mobilité. Et vous savez aussi que chaque micro-projet a son référentiel avec les objectifs opérationnels et les ressources, d'accord ? Donc voilà les objectifs opérationnels terminaux de l'ensemble du cours Franmob. Voilà ce que les élèves, voilà ce que les étudiants doivent être capables de faire à la toute fin du projet. Et c'est ça la logique de projet, c'est ce qui donne la cohérence au projet, c'est que c'est en fonction de l'objectif final que l'on va construire tout ce qu'il est auparavant. Quand j'aurai terminé, j'aurais dû faire ceci, j'aurais fait cela. Ok ? Excusez-moi pour le hockey, mais c'est pas que j'ai hockey, j'ai passé un certain nombre d'années au Venezuela, et au Venezuela, on dit toujours ok, voilà. Bon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le concept de ressenti, qui est très à la mode en France. C'est-à-dire, hier, j'ai regardé le temps qu'il allait faire aujourd'hui à Sao Paulo, sur un site français, voilà. Et puis c'était marqué température à midi, 28 degrés, 32 degrés ressenti. Voilà. Et c'est vrai qu'en France, par exemple, si vous avez 0 degré, ça change tout. Si vous avez une bise qui vous vient du nord, aussi vous êtes à l'abri, quoi, effectivement. Alors ce concept est très à la mode parce que les agences immobilières se sont lancées dans la chose. C'est juste avant de venir ici, j'ai lu un article comme quoi maintenant, dans les agences immobilières, ils parlaient de mètres carrés ressentis. Et donc, ils vous vendaient une chambre de bonne de 9 mètres carrés. Vous n'avez pas à bouger du lit pour vous laver, pour faire la cuisine et pour travailler. Mais c'est lumineux parce qu'il y a une petite fenêtre quand même. Et donc, c'est un 9 mètres carrés, mais c'est un 18 mètres carrés ressenti. C'était dans la série, on n'arrête pas le progrès, vous voyez, donc ressenti. Bon, je pense qu'en tout cas, vous vous rappellerez maintenant du concept de ressenti. Voilà. Alors, je vais l'appliquer, si vous voulez, bon, j'aurais pu dire quelle représentation vous devez avoir de vos apprenants, quoi, mais quels sont vos apprenants ressentis? Voilà. Une critique que je faisais de la centration sur l'apprenant dans l'enseignement scolaire, c'est que quand vous rentrez dans une classe dans l'enseignement scolaire avec des élèves de collège, ce que vous avez devant vous, ce n'est pas des apprenants ressentis. Vous allez passer 10 ou 15 minutes pour éventuellement arriver à en mettre quelques-uns au travail. Donc, c'était une des critiques que je faisais au concept de centration sur l'apprenant. Vous rentrez dans classe, vous n'avez pas d'apprenants encore, ils ne sont pas du tout dans une position d'activité, ils sont en train de discuter, de se chamailler entre eux. Comment vous vous centrez sur des personnes qui n'existent pas? Voilà. Même ça, c'est un problème du français langue étrangère qui ne s'est jamais posé le problème tout simplement de la gestion de la discipline et de la gestion de la classe. Parce que le public de référence était des publics adultes qui payaient pour apprendre. Et donc, a priori, ils ne venaient pas là pour emmerder, quoi. Ils venaient là pour travailler. C'était des apprenants dès le départ, dès qu'ils rentraient en classe. Ce n'est pas le cas en didactique scolaire. Voilà. Donc, je viens de parler des objectifs tout à l'heure, avec les références sur le guide. Ce qui est au moins aussi important que les objectifs dans la conception de Franmob, ce sont les finalités. Et les finalités, ce sont des finalités formatives, c'est l'autonomisation et la responsabilisation des apprenants. Bon, s'ils le sont déjà, eh bien, dans le projet, ils vont mettre en œuvre leur capacité d'autonomie et leur capacité d'apprentissage. Et s'ils ne le sont pas, ah ben, on va jouer la fameuse stratégie de Vygotsky, vous savez, la zone proximale de développement, c'est-à-dire que vous leur donnez les moyens
constamment d'être un peu plus autonomes et un peu plus responsables. Mais s'ils le sont, très bien. Et vous allez exploiter leur autonomie et leur responsabilité. Donc Adriana d'Aventure vous a dû déjà vous dire qu'en fait, les séquences que vous avez dans le guide, et ça c'est absolument important, ce ne sont pas des séquences modèles de ce qu'on attend que vous fassiez, ce sont des témoignages que certains enseignants ont fait à certains moments avec leurs apprenants. Mais vous voyez que c'est volontairement que nous avons pris des séquences venant d'enseignants différents. Les séquences sont très différentes. Aucun éditeur ne prendrait ça pour un manuel. C'est évident. Et parce que les manuels, il faut que le schéma de chaque unité didactique soit le même. Il faut que la démarche, c'est presque page par page, qu'il faut les mêmes cadres pour la même taille de photo à telle deuxième page de chaque unité didactique. Il faut que chaque type d'exercice soit répété d'une unité didactique à l'autre. Ce n'est pas du tout le cas. Encore une fois, les séquences du guide, vous allez pouvoir vous appuyer au départ dessus et éventuellement vous en servir comme un manuel, ou en tout cas comme une ébauche de manuel, si vous ne vous sentez pas suffisamment en capacité à la fois de faire jouer votre autonomie et votre responsabilité professionnelle et l'autonomie et la responsabilité des apprenants. Les deux vont ensemble, hein, responsabilité, autonomie, et les deux aussi, enseignants et apprenants, vont ensemble. Donc le modèle Franc-Mob est un modèle aussi qui vous permet, vous, en tant qu'enseignant, de faire jouer votre autonomie et votre responsabilité en la confrontant, bien entendu, à l'autonomie et à la responsabilité des apprenants. C'est ce qu'on appelle en pédagogie générale la pédagogie de contrat. Voilà. On ne peut pas imaginer la pédagogie de projet sans pédagogie de contrat. On ne peut pas imaginer la pédagogie de projet sans pédagogie de groupe, bien entendu. Vous avez vu, on fait travailler en groupe. Et à partir du moment où on fait travailler en groupe, eh bien, ce qui apparaît aussi, c'est la pédagogie différenciée. C'est-à-dire que, d'autant plus avec Franc-Mob, que les projets sont individuels. Et que donc les difficultés d'élaboration de chacun des projets, ça va être des difficultés individuelles en partie. Et tout l'enjeu de Franc-Mob, c'est de faire marcher en même temps les projets individuels et le projet collectif, à la fois d'aide collective à la maturation des projets individuels. Ils vont se donner des idées les uns aux autres sur le projet. Ils vont aller chercher des documents qui vont servir à d'autres, même s'ils ne sont pas exactement sur le même projet de mobilité. Okay. Donc, j'ai perdu le fil de ma... Si je jouais un grand conférencier que j'ai vu officier un jour, il est monté à l'estrade, et puis il s'est retourné, c'était une conférence au Sénat. Je ne vous dis pas qui, on n'est pas là pour critiquer les gens, mais ce n'est pas un didacticien. Hein. Et il s'est retourné ostensiblement vers un des organisateurs qui était au premier rang, pour lui dire « Excusez-moi, vous pouvez me rappeler de quoi je dois parler aujourd'hui ?» Et à côté de moi, il y avait deux jeunes femmes. « Ah, qu'il est bon hein !» Alors que, excusez-moi, mais ils se foutaient de la gueule du monde, quoi, pour parler poliment. Voilà. Donc, ce n'est pas mon cas, hein, j'espère que vous ne voyez pas ça. Hein. Donc, reparlons d'enseignants, d'apprenants ressentis. Les personnes que vous avez devant vous, il faut les voir d'abord et avant tout comme des gens autonomes et responsables. Et s'ils ne le sont pas, vous entrez dans une logique d'autonomisation et de responsabilisation. Mais de plus en plus, c'est eux qui doivent vous faire des propositions au niveau de la documentation, au niveau de l'exploitation des documents, etc. Okay ? Bon, il ne s'agit pas de les considérer dès le départ comme autonomes. Je vais vous raconter une autre anecdote. La première étude d'expérimentation de terrain que j'ai faite, j'étais jeune professeur, maître de conférence à Bordeaux, et c'était l'époque où on parlait beaucoup d'autonomie, justement. Vous connaissez peut-être les travaux du Crapel sur l'autonomie, hein, dans les années 80. Voilà. Mais remarquez, les travaux du Crapel, c'est uniquement l'autonomie individuelle. Parce que dans l'approche communicative, on est vraiment sur un paradigme, on pourrait même dire une idéologie individualiste. Regardez, on parle de stratégie individuelle d'apprentissage. Ça n'aurait jamais dû passer, ça, le concept de stratégie individuelle d'apprentissage.
Quel est l'enjeu quand vous rentrez dans une classe et que vous avez 30 ou 40 élèves, ou même 10 ou 15 devant vous? C'est de vous mettre d'accord ensemble sur une stratégie collective d'enseignement-apprentissage, dans lequel éventuellement vont venir se caler ensuite les stratégies individuelles. Mais on ne passe pas 30 ans en didactique des langues à célébrer les stratégies individuelles d'apprentissage sans passer à côté de l'enjeu fondamental qui est la stratégie collective d'enseignement-apprentissage. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, qui n'a pas marché historiquement. Alors, il y a une expression en français que vous connaissez, on dit suivre un cours à l'université. Et vous voyez à quoi ça renvoie en termes de ressenti de l'étudiant. L'étudiant qui va suivre un cours, il est là et puis il suit quoi, voilà. Comme les vaches suivent les trains passés à peu près. Donc c'est une expression qui renvoie à une conception de l'enseignement-apprentissage qui est extrêmement, sinon passive de la part de l'étudiant, parce qu'il peut très bien travailler, j'espère par exemple, ça c'est une conférence où c'est moi qui cause, c'est tout, dans le micro. Mais normalement, une conférence qui marche, vous êtes quand même actif dans la tête, quoi. Vous êtes quand même actif dans la tête. Mais c'est tout l'enjeu d'un conférencier, c'est d'essayer de faire que les gens, en fait, se parlent dans leur tête eux-mêmes, que ce que disent le conférencier, ça leur parle, et qu'ils se parlent dans leur tête à partir de ce que dit le conférencier. Okay. Donc, suivre un cours, ça renvoie à un ressenti de la part des étudiants qui est on va suivre le prof. Okay. Et dans la perspective actionnelle, je vous propose d'utiliser ces deux formules, faire cours ou faire classe. Mais faire cours ou faire classe dans le même sens où on utilise faire dans faire bloc ou dans faire société, ensemble. Quand un enseignant rentre dans son cours, il va faire cours, c'est-à-dire faire en sorte que lui et ses apprenants travaillent un cours. D'accord ? Quand il va faire classe, c'est qu'il va faire en sorte que lui et ses apprenants constituent une classe dans le sens de collectif d'enseignement-apprentissage. Ok ? Vous voyez, c'est une manière d'utiliser, mais ce n'est pas le sens habituel de faire cours et faire classe. Dans faire cours et faire classe, justement, c'est le contraire, c'est le prof. Et donc je vous propose donc de subvertir le sens de faire, là, mais d'utiliser faire dans le même sens qu'on dit faire bloc ou faire société. Voilà, ça vous l'avez dans le résumé de la conférence. Voilà, ce qui est une manière seulement là. Alors, le public ressenti, c'est quoi? Ce sont des apprenants, ok? C'est de ça que je viens de parler jusqu'à présent, mais ce sont aussi des étudiants universitaires. Donc ils suivent d'autres cours, ils font peut-être des projets eux-mêmes. Une des premières questions que devrait poser un enseignant franc-mob devant ses étudiants, c'est est-ce que vous avez travaillé déjà en projet? Est-ce que vous êtes en train de réaliser des projets? Parce qu'en tout cas dans les universités françaises, et en particulier dans les universités technologiques ou scientifiques, ils travaillent, normalement maintenant les universités modernes travaillent aussi par projet, on met les étudiants en projet. Donc la première question, c'est de leur poser ça et de leur dire, pour vous, qu'est-ce que c'est un projet? Donnez des exemples de projets, comment vous vous situez par rapport au projet, ça vous plaît comme manière? Oui, on fait ça, justement, je vais vous proposer de faire la même chose. S'inscrire déjà dès le départ dans une manière d'enseigner apprendre qui n'est pas seulement celle de cours du français, mais de celle de la conception des études universitaires en général. Okay ? En termes de public ressenti. Ce sont des étudiants qui, normalement, connaissent déjà les projets. Des futurs professionnels. Il y a des étudiants qui ont déjà fini leurs études au Brésil et qui vont partir, en fait, sur un projet professionnel très précis. D'accord ? Donc, il faut les prendre comme des futurs professionnels. Et dans les professions, on fonctionne aussi en projet. Non seulement ils ont un projet de mobilité, mais le projet n'est pas seulement le projet de mobilité, on s'inscrit dans une démarche de projet qui est beaucoup plus générale. Et puis ce sont des citoyens. Voilà. Et qu'est-ce que c'est une société?
en tout cas à la française, à la mode de la Révolution française, mais je crois qu'elle a eu beaucoup d'influence ici au Brésil sur la philosophie politique. Ça vient de Rousseau, le contrat social. Une société, comme on dit en espagnol, como Dios manda, je pense que vous compreniez en portugais, une société, la conception de la société, c'est un ensemble de personnes qui partagent le même projet collectif de société. Voilà. Donc au niveau même de la formation citoyenne, on retrouve cette logique de projet. Okay, un enseignant de français, un enseignant framob, c'est aussi soit un formateur à la citoyenneté, soit un formateur qui va s'appuyer sur la conscience citoyenne de ses étudiants pour leur faire travailler de façon collaborative, démocratique en classe. Ok ? Oh, excusez-moi, ce OK, c'est vraiment un OK dans l'autre sens. Hein. Bon, ça va ? Alors, pourquoi je disais ça, moi ? Oui, regardez, on retrouve ça dans la séquence 0. Hein, dans la séquence 0, objectif opérationnel. Il s'agit pour les étudiants de prendre conscience des caractéristiques de la démarche de projet. Et puis ensuite, quelques autres choses. Donc ça, c'est essentiel, passer un bon moment, en portugais bien entendu, pour expliquer, vous, comment vous les voyez, vous, comment vous allez les faire travailler, eux, comment ils sont habitués à voir leurs enseignants, comment ils sont habitués à travailler. Vous vous situez dans l'ensemble de leur formation universitaire. Et vous n'êtes pas seulement des petits rattachés comme ça. Là. Alors, j'essaie d'aller plus vite. Donc, ce qui est important, je pense que Adriana Daventure vous en a déjà parlé, parce qu'elle insiste beaucoup là-dessus, et elle a tout à fait raison, parce que c'est une grande distinction quand même entre le modèle franc-mob et l'approche communicative, c'est que, en fait, la formation langagière, elle vient en surplus. Ce sont les étudiants qui s'engagent dans leurs projets, qui vont chercher de la documentation pour les projets et qui se trouvent avoir besoin de tels ou tels outils langagiers. Et ils vont chercher, vous leur donnez, voilà, ça va dépendre, au fur et à mesure les outils langagiers qu'ils vont utiliser. C'est pas si nouveau que ça, parce que déjà dans l'approche communicative, je me rappelle, les premiers théoriciens de l'approche communicative disaient, dans l'approche communicative, en fait, il faut susciter les besoins langagiers, en classe même, vous voyez. On leur propose une situation de communication, ils n'arrivent pas à la gérer, et donc ils sont demandeurs d'outils qui vont leur permettre ensuite de gérer la situation de communication. C'était déjà la même idée un petit peu. Hein. Mais vous voyez qu'il y a quand même une opposition dans la tradition de la didactique du français langue étrangère entre ce qu'on peut appeler la prise en compte des besoins langagiers émergents. On donne aux élèves au fur et à mesure les besoins langagiers dont ils ont besoin, et maintenant, avec Internet, de plus en plus, ils vont aller chercher eux-mêmes, d'accord, les exercices, le lexique dont ils ont besoin. Ouais. On n'est plus à l'époque, on n'est plus au début des années 70, au niveau justement de l'autre conception qui est l'analyse préalable des besoins langagiers. Et du coup, c'est une différence entre le FOSS et le FOU, d'un côté, et franc-mob de l'autre. Dans le FOSS et le FOU, on est sur la conception du début des années 70, ça date de 50 ans, hein, ça date de 50 ans, qui est l'analyse préalable des besoins langagiers. Et cette analyse se fait en termes de grammaire notionnelle fonctionnelle, comme vous savez. Okay, voilà. Dans franc-mob, on est sur un dispositif qui est de prise en compte des besoins langagiers émergents. Bon, ça n'empêche pas qu'à partir du référentiel, l'enseignant peut déjà projeter, se dire, quand ils auront réussi à faire le travail de ces référentiels, ils auront sans doute dû avoir besoin de tel ou tel point de grammaire, de tel ou tel point de lexique. Ça ne l'empêche pas. Mais on attend quand même que ça émerge de la part des étudiants. Donc voilà. Et donc, une autre différence de franc-mob, c'est qu'on n'est pas
centré sur les compétences langagières, en termes de niveau de compétences langagières. Dans les cours franc-mob, ce n'est pas prévu qu'il y ait à l'intérieur des cours franc-mob des évaluations, l'utilisation de critères de maîtrise linguistique. L'évaluation dans franc-mob, et ça c'est la logique de projet, c'est essentiellement de l'auto-évaluation individuelle et collective. Et c'est de l'auto-évaluation individuelle et collective, non pas du niveau de langue, mais du processus du projet. Et si vous voyez toutes ces questions qui sont posées dans le guide pédagogique sur ce qu'on propose en termes d'auto-évaluation à la fin de chaque micro-projet, ou de chaque projet, je ne me souviens plus, vous voyez toutes ces questions-là, ce sont des questions qui sont, comme on dit, orientées processus. Est-ce que mon projet, il est dans la bonne direction? Est-ce qu'il progresse normalement? Sinon, pourquoi? Comment on peut changer ça? Okay. Voilà. Auto-évaluation individuelle et auto-évaluation du point de vue personnel et du point de vue collectif, et puis l'auto-évaluation collective. Donc ça, cette page 13, elle est importante, parce que c'est aussi une grande différence de conception entre le modèle franc-mob et les modèles que vous connaissez, qu'ils soient FOSS, FOU, qu'ils soient perspective, qu'ils soient approche communicative. Je termine toujours avec les enseignants et les apprenants ressentis. Ça, c'est une citation que vous trouvez dans le guide. C'est une conférence que j'ai faite à l'école des mines de Saint-Étienne. Donc c'était une association des professeurs des grandes écoles françaises. Et si vous avez à la fin formateur dans l'enseignement professionnel, c'est parce que ces grandes écoles, c'est les grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de management, etc. Mais c'est valable aussi pour franc-mob. Considérez la classe comme un incubateur de co-culture. La co-culture, c'est la culture partagée d'enseignement-apprentissage. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, des stratégies collectives d'enseignement-apprentissage. La culture, c'est la co-culture, en classe de langue, c'est l'ensemble des conceptions partagées de l'enseignement et de l'apprentissage par l'enseignant et les apprenants. Et encore une fois, cette co-culture, ce qu'on vous propose, c'est la culture de projet, que normalement les étudiants connaissent déjà par ailleurs. Voilà, ça, je ne sais pas, peut-être qu'on le verra plus tard, mais c'est un modèle, comme je dis, des différents enjeux de la culture d'enseignement. Quelle est votre culture professionnelle? Quels sont les éléments de votre culture professionnelle, de votre compétence professionnelle? Okay? C'est pour ça que c'est décliné ensuite en termes de capacité. Bon, vous aurez le PowerPoint, ça demandera une conférence entière pour l'expliquer. J'ai utilisé pour créer ce modèle, mon modèle des compétences des composantes de la compétence culturelle. Ce qu'on appelle l'interculturel, ça n'est qu'une des composantes de la compétence culturelle. Et je vais vous demander de faire une petite expérience mentale qui m'a été inspirée par un philosophe sociologue qui s'appelle Jacques de Morgon. D'habitude, quand je veux dire un nom propre, j'arrive jamais à le trouver. Vous voyez, je suis bon aujourd'hui. C'est une révélation quand j'ai lu ça. Il a écrit tout un ouvrage qui s'appelle Critique de l'interculturel. Et l'un des éléments de sa critique, c'est de dire, mais attendez, on marche sur la tête là. Pour accepter la différence, on ne peut accepter la différence que sur la base de l'acceptation d'une ressemblance. C'est-à-dire, vous ne pouvez respecter les différences chez quelqu'un que si au moins vous reconnaissez en lui quelqu'un qui a la même dignité humaine que vous. Ce qui est le transculturel. Quelles que soient les cultures, ce sont des êtres humains qui sont dignes de respect, qui sont dignes de ceci, de cela. D'accord ? Donc, encore une fois, le respect des différences ne peut se faire que sur une base massive de prise de conscience des ressemblances. Okay ?
Voilà, et puis il y a d'autres arguments de ce type-là. Alors, la pédagogie de projet. Comment je vais là, moi? Oula, on a combien de temps? C'est 10h30 la fin, non? 10h30, donc il faut que je prenne un quart d'heure. Si je ne termine pas, c'est pas grave, vous aurez le PowerPoint. Hein. Donc, ça, vous l'avez aussi sur le guide pédagogique, bien sûr. Non, c'est le résumé de ma conférence, vous voyez. Si je vous ai parlé beaucoup de pédagogie de projet, c'est parce qu'il y a vraiment une conjonction de projets dans le modèle Franc-Mob. Vous avez un projet d'enseignement en termes qu'enseignant. Les étudiants ont un projet qui est un projet de mobilité personnelle et qui est un projet aussi d'apprentissage du français. Vous allez leur expliquer comment les deux projets se combinent. Okay, et puis, vous avez le projet collectif d'enseignement-apprentissage, d'une part, de la langue du français, et de maturation des projets individuels, d'autre part. Vous voyez comme quoi il y a une convergence de différents projets. Et un enseignant Franc-Mob, il essaye de les faire marcher ensemble. Alors, voilà, ça aussi vous l'avez dans le guide. C'est une autre illustration de l'importance du projet dans la conception de Franc-Mob. C'est qu'il n'y a pas d'unité didactique. Il y a des projets, il y a le projet global, subdivisé en 4 projets, d'accord, relativement importants. Et dans chaque projet, il y a aussi 3 mini-projets. Donc, c'est la différence entre les tâches et les projets, et même les mini-projets. Dans les tâches d'une unité audiovisuelle, oui aussi, mais prenons l'exemple de l'approche communicative qui est quand même plus récente. Dans un manuel dans une unité de perspective d'approche communicative, les tâches, chaque tâche en fait n'a pas de sens en elle-même, mais vient préparer la tâche finale. Il y a une tâche de compréhension écrite, de compréhension orale qui va permettre de faire la tâche finale. D'accord ? Ces mini-projets ne sont pas des tâches du projet. Ces mini-projets ont une consistance de projet en eux-mêmes. Ils sont autonomes, si vous voulez. Okay ? C'est la succession des mini-projets qui va constituer le projet global, ce qui n'est pas le cas dans les tâches, hein, qui sont des parties en fait d'activité. Je suis pas sûr d'être clair là, mais on en reparlera peut-être. Hein. Voilà. Donc, à chaque fois, vous voyez, je vous renvoie à un document sur mon site, donc vous pourrez aussi le consulter. J'ai écrit un article là-dessus sur les opérations cognitives fondamentales de la démarche de projet. C'est pas moi qui ai inventé ça. Encore une fois, je vous disais au début de ma conférence que les projets, ça fait très longtemps que ça existe, et donc ça a été travaillé, ça a été très bien travaillé, quoi, hein, du point de vue des différentes opérations cognitives. Qu'est-ce que ça implique de se mettre dans une démarche de projet, vous voyez ? Et au début, c'est la conception. C'est au niveau de la conception qu'il y a le début de la proaction. Mais à chaque moment du projet, on se projette aussi dans la suite, si vous voulez. Hein. Mais la grande opération initiale de proaction, c'est au niveau de la conception du projet. Qu'est-ce qu'on va faire, comment, avec quelles ressources, etc. Et puis, vous avez en permanence ce qu'on appelle des opérations métacognitives. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on travaille, on réfléchit à comment on travaille, comment on le fait, et puis tout de suite, quels sont les résultats. Et éventuellement, il y a ce qu'on appelle des rétroactions, qui correspondent plus ou moins, si vous voulez, à ce qu'on appelle les évaluations formatives. Vous connaissez peut-être le concept d'évaluation formative. Okay ? Mais c'est beaucoup plus systématique. Ça explique, par exemple, que dans les entreprises qui travaillent par projet, il y a énormément de réunions de concertation, quoi. Énormément. Voilà. En termes d'unité didactique, ça aussi, ça vous illustre la manière dont vous allez conduire les séquences didactiques. Vous retrouvez ici la conception de l'action initiale. Vous allez éventuellement, en tout cas dans le guide, on propose déjà de la documentation. Okay ?
Mais cette documentation n'est pas forcément la documentation finale. L'objectif, l'idéal, c'est qu'à la fin, ce soit vous proposez le référentiel actionnel et ce sont les étudiants eux-mêmes qui vont aller chercher la documentation et qui vont vous proposer les modes de traitement de cette documentation. Bon, ce ne sera jamais complètement comme ça. Mais encore une fois, on est dans un objectif d'autonomisation, de responsabilisation. Et il faut constamment, c'est ce qui est dit dans l'unité 0, constamment faire pression sur les étudiants, parce que parfois, c'est plus commode d'être dans une situation d'attente, quoi. Voilà, le prof est là, et il faut leur dire non, vous êtes là, c'est vous qui travaillez, c'est vous qui apprenez. Et non seulement c'est vous qui allez apprendre, mais c'est vous qui allez construire le cours avec moi. Okay, c'est la logique de projet. Ah ben, c'était une histoire que je voulais vous raconter. La première, je l'ai pas fini. La première expérimentation sur le terrain que j'ai fait en didactique des langues, donc à Bordeaux, c'était en 1989. Voilà, oui, je me rappelle. Très naïvement, j'avais pensé que j'avais lancé un projet justement d'autonomisation, de responsabilisation avec des cours qu'on appelle des cours sans extension, je crois ici, des adultes qui viennent à l'université. Okay, et donc j'avais deux enseignants qui étaient d'accord pour travailler avec moi et je leur avais proposé, mais vraiment très très naïvement, de dire à leurs apprenants, aux personnes qui venaient en cours, bon ben vous vous êtes inscrits au cours, c'est payant en plus, hein. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes des adultes responsables, vous avez payé pour un cours de langue, alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je suis là, je suis un spécialiste, on verra ensuite, on va en discuter, quoi. C'était un petit peu ça le modèle que j'avais dans la tête. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est que les adultes ont dit, attendez, nous on a payé pour avoir un cours, faites votre cours et on verra ce qu'on en prendra et ce qu'on laissera. Donc, c'est toujours, on est toujours dans l'interaction, si vous voulez, dans le contrat. Hein. Jusqu'à quel point ils veulent être autonomes, mais en tout cas, leur faire sentir constamment que vous êtes demandeur d'autonomie de leur part. Et que c'est ça votre projet à vous, de vous appuyer sur leur niveau d'autonomie et de responsabilité, ou le processus d'autonomisation et de responsabilisation. Oula, je vais aller plus vite. Donc, où se joue l'enjeu de l'autonomie? Ben justement sur la documentation. La documentation que les élèves, les étudiants vont aller chercher, puisque c'est à partir de ça que vont émerger en particulier les besoins langagiers, mais aussi les besoins culturels. Voilà. Et ça, vous l'avez dans le guide pédagogique. C'est sur la documentation que se jouent principalement les enjeux formatifs de la démarche de projet. OK? Je passe en vitesse. Voilà. Vous trouvez tout ça dans le guide. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ça, c'est un exemple où vous voyez la relation entre les objectifs opérationnels et les ressources documentaires. Pourquoi est-ce qu'on propose des ressources documentaires dans le guide, alors même que je viens de vous dire que c'est aux étudiants d'aller chercher la documentation? Donc la réponse, elle est simple, c'est qu'en fonction des objectifs opérationnels, on sait déjà à l'avance, puisque ce sont les objectifs opérationnels qu'on propose aux étudiants. En fonction de ces objectifs opérationnels, on sait déjà de quel type de document, ou pour parler de manière plus correcte en linguistique, de quel genre de document, vous connaissez la linguistique de genre, okay, la grammaire de genre, de texte, on sait de quel type de document ils vont avoir besoin. Et donc on leur donne déjà ces pistes-là. Mais on ne leur donne pas les documents concrets. Ils vont aller chercher ce type de document parce que c'est ce type de document qui vont leur permettre de réaliser le référentiel. Oula, alors ça je passe rapidement. Alors, le positionnement didactique, encore le temps, ça va. Le positionnement vous avez remarqué peut-être que le guide n'est pas appelé guide pédagogique comme guide méthodologique, mais c'est un guide didactique. Okay,
Pourquoi on a appelé le guide didactique? Eh ben, je l'explique là. Pour moi, ce qu'on appelle la perspective didactique, c'est une perspective méta-méthodologique. Un méthodologue cherche des réponses en termes de manière de faire, manière d'apprendre, manière d'enseigner, manière de mettre en relation l'enseignement-apprentissage. Ça, c'est un méthodologue. Okay? Un didacticien se pose des questions sur les problèmes méthodologiques. Il problématise. Voilà. L'opération cognitive de base d'un didacticien, c'est de problématiser. J'ai fait beaucoup de formations initiales des profs à l'IUFM de Paris pendant 10 ans, et j'avais les étudiants très angoissés en deuxième année qui venaient me montrer leur préparation de cours pour la classe d'inspection. Je ne sais pas si vous voyez l'enjeu. Ils réussissent leur classe d'inspection, ils sont fonctionnaires jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin, excusez-moi, jusqu'à la fin de leur carrière. Donc, ils arrivent avec le document dans les différentes langues, hein, et ils me disent, voilà, Monsieur Puren, voilà le document que j'ai préparé. Qu'est-ce que je fais avec? Moi, je n'ai pas de réponse, mais j'ai des bonnes questions à lui poser. Pourquoi vous avez choisi ce document? Est-ce que c'est un type de document qui a déjà été travaillé? Qu'est-ce que vous aviez fait auparavant avec vos élèves? Qu'est-ce que vous allez faire après? Quel type de description linguistique vous allez utiliser? Est-ce que c'est un texte que vous allez utiliser pour travailler plutôt l'énonciation? Est-ce que vous allez choisir ce texte parce qu'il y a des points de morpho-syntaxe qui sont intéressants, ou par des notions ou des fonctions, grammaire notionnelle, fonctionnelle? Est-ce que ce texte-là, dans quelle mesure, quels sont les contenus culturels? Pourquoi vous l'avez sélectionné, tout simplement, excusez-moi, et en particulier en termes de contenu culturel? Comment vous allez faire travailler les élèves? Est-ce que c'est lecture personnelle silencieuse, et puis ensuite chacun dit ce qu'il a ressenti? Ou est-ce que c'est d'abord un travail de groupe, et à partir du travail de groupe, quelles sont les consignes que vous avez données? Il vient pour que je lui donne une réponse, et il se retrouve avec 50 questions différentes. Pourquoi est-ce que c'est important qu'un enseignant ait une formation didactique et non méthodologique? Parce qu'un enseignant compétent, c'est un enseignant qui se pose suffisamment de questions a priori pour trouver la bonne question à un certain moment. Avant de chercher la réponse, c'est M. de la Palisse qui a dit ça, avant de chercher la réponse, il faut trouver la question. C'est une blague qui disait d'ailleurs quelqu'un, écoutez, moi, existentiellement, ça ne va pas du tout parce que j'ai énormément de réponses, mais je n'ai pas trouvé les questions correspondantes. Et c'est une bonne remarque, hein. C'est une bonne remarque. Bah. Un enseignant débutant se pose énormément de questions. La différence entre un enseignant débutant et un enseignant expérimenté, c'est que l'enseignant débutant voit des problèmes et cherche des réponses, alors qu'un enseignant expérimenté se pose beaucoup plus de questions et sait qu'il n'y a aucune réponse définitive, universelle, qui soit reproductible comme ça. Donc il est dans une logique, encore une fois, de questionnement de la méthodologie. Bon, je vais très vite. Donc le positionnement de Franc-Mob entre le français général et le français de spécialité. On vous en a parlé déjà, on vous en reparlera. Pourquoi, du point de vue culturel, on s'est concentré sur la culture des campus universitaires? Vous voyez, on n'est ni sur la culture professionnelle en termes d'étudiants, comme la culture étudiante que travaille le FOU, par exemple. Le FOU, en termes de culture, c'est travailler la culture des études universitaires. Et puis vous avez le français langue étrangère classique, qui est le français des situations de communication de la vie quotidienne. Je crois qu'un des coups de génie, excusez-moi, je le dis comme ça parce que c'est pas moi qui suis à l'origine, c'est que les enseignants Franc-Mob qui ont expérimenté, c'est eux-mêmes, peut-être sans réfléchir, mais en tout cas de façon spontanée, ils se sont concentrés sur ni la culture quotidienne, ni la culture des cours à l'université, mais sur un espace intermédiaire qui est la culture des campus. Et vous voyez l'importance qu'il y a dans le guide pédagogique, l'importance du travail qui est fait sur la vie du campus, sur l'investissement des étudiants dans les activités du campus. Et ça vient d'un constat fait par beaucoup d'étudiants, qui est que, en fait, l'insertion
des étudiants étrangers dans leurs études, ça se fait surtout par la camaraderie, par les activités qu'ils font en dehors des cours avec les autres étudiants. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Donc oui, tout ça, c'est l'objectif, l'un des objectifs essentiels du cours Franc-Mob, c'est de motiver à la mobilité. Avant même de les préparer au cours, on les motive à la mobilité. Et cette présentation, cette découverte par les étudiants eux-mêmes de la vie des campus francophones, eh bien, on pense que c'est un élément essentiel de motivation des étudiants. Voilà. Donc là, je finis pratiquement la conclusion synthèse. Oula, eh bien, je vous renvoie pour la suite au guide, à la présentation didactique du guide, puisque, encore une fois, ce que j'avais prévu de vous dire, c'était une explicitation un petit peu de tout ce que vous trouvez déjà dans le guide. L'approche pluriméthodologique, dans l'approche pluriméthodologique, il y a en particulier l'approche plurilingue et pluriculturelle. J'en ai parlé, c'est l'intervention que j'ai faite à la conférence de hier, si vous y étiez. D'accord ? La salle de classe est une micro-société, ça c'est la logique de projet, qui se trouve être en homologie parfaite avec la société à laquelle on veut préparer les élèves. La salle de classe est par définition un milieu plurilingue, puisqu'il y a au moins la langue 1 et la langue 2. Puis on sait qu'il y en a d'autres. On parlait des langues vernaculaires hier, justement. Et puis la salle de classe est aussi un milieu très multiculturel, puisqu'il y a au moins la culture d'enseignement et les cultures d'apprentissage. Et dans culture d'apprentissage, vous mettez stratégie, vous mettez type d'apprenant, vous mettez profil cognitif. OK ? Voilà. Donc, pensez la salle de classe comme une micro-société dans laquelle on fait travailler les élèves, apprenants et enseignants, travaillent de façon collective, comme dans une société démocratique. Il y a la finalité, je veux dire, la pédagogie de projet, ça a toujours été un projet politique de formation à la citoyenneté démocratique. Voilà, je vais terminer par cette idée-là. J'étais un peu long. Je ne sais pas si on a quelques minutes quand même pour des questions. On peut se prendre 10 minutes, je ne sais pas. Joséphine ? Ouais. Voilà, on vous fait passer le micro si vous avez des questions à poser. Même si on va se retrouver de toute façon en atelier. Ouais, oui. Bonjour, Monsieur Buren, bonjour, Eduardo. Alors, la question c'est pour vous, Monsieur Buren. Vous avez dit que donc, dans cette nouvelle méthodologie, si je peux dire, il s'agit plutôt de susciter les besoins langagiers et non de les devancer, en fait, d'imaginer quel serait ce besoin langagier de la part des apprenants. Et de prendre en compte justement donc de prendre en compte les besoins langagiers émergents. Et dans ce contexte-là, la notion de progression de l'apprentissage, ça disparaît parce qu'on va prendre en compte justement ce qui émerge. C'est bien cela ou cette notion de progression, elle disparaît? Ou elle n'existait plus? Déjà. Merci. La progression telle qu'on l'entend lorsqu'on construit un manuel, par exemple, cette notion de progression, elle n'existe pas effectivement dans le cours Franc-Mob. Ce qui va apparaître, c'est que l'enseignant, par exemple, là encore, on est dans le cadre de la négociation et du jeu entre, disons, les connaissances de l'enseignant en termes de besoins de progression grammaticale, par exemple, et les documents que vont proposer les étudiants. Je suppose, je ne sais pas si Eduardo l'a fait, si Nina l'a fait, mais en tout cas, moi, je le ferai. C'est un document qui est apporté par les étudiants au début du cours, et on va leur dire, bah, non, c'est un document qui est trop difficile. Voilà.
Et on peut aussi imaginer que dans les critères de choix des choix des documents, parce que les enseignants aussi peuvent proposer leurs propres documents. C'est quand même eux les spécialistes de la langue. Et donc ils peuvent aussi proposer des documents, soit choisis en fonction des contenus grammaticaux, soit, et je pense que c'est ce qui va se passer le plus souvent, c'est des documents qui peuvent être relativement complexes, mais qui vont être travaillés éventuellement avec une aide en portugais, évidemment. D'accord ? Et ensuite, on va choisir dans ce document certains points de langue que l'on considère comme des points de langue essentiels pour démarrer. Oui. Mais on n'est plus effectivement dans une pré-programmation d'une progression langagère. Vous savez que même d'un point de vue didactique, la notion de progression langagère, elle est très critiquée, hein, parce que est-ce qu'il faut mieux travailler tel ton verbal plutôt qu'un autre, etc. Bon, hein, c'est quelque chose d'assez... Mais c'est vrai que ça demande de la part de l'enseignant quand même d'avoir une vision constante de l'ensemble des points de grammaire et de lexique qui ont déjà été travaillés, quitte à faire de temps en temps des points de grammaire et des points de lexique. Ça existe aussi. Vous le faites déjà et ça doit être fait. À un certain moment, le prof va se prendre une demi-heure pour faire un travail lexical, un travail grammatical. Il va reprendre des points de grammaire qui ont été vus, mais de façon très, très ponctuelle et très, très échelonnée dans les semaines précédentes, de façon à faire une synthèse grammaticale en renvoyant les étudiants éventuellement sur des sites où ils vont trouver des exercices de grammaire. Et puis, il y aura un moment dans le cours suivant ou les deux cours suivants où il y aura un retour sur, ben voilà, est-ce que vous avez trouvé les exercices, est-ce que vous avez encore des problèmes de compréhension de tel point de grammaire, etc. Vous voyez ? Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la logique de la préprogrammation des manuels. Mais pour avoir, moi, dirigé pas mal de manuels de langue, je peux vous dire quand même que ce qu'on appelle la progression grammaticale, c'est très pifométrique, hein, comme on dit en français. Hein. C'est très artisanal. Hein, très artisanal. À part certains points très précis de dire, par exemple, bon, il faut connaître l'indicatif présent du verbe avoir avant de faire le passé composé. Bon, c'est toujours l'exemple qu'on cite parce qu'il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Voilà. Il faut tenir compte aussi de l'approche plurilingue. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun interdit sur l'utilisation du portugais. Mais ce sont des gens responsables. Et donc, on leur explique que tout ce qui est fait en portugais, c'est du temps perdu. Enfin, c'est du temps enlevé, excusez-moi, perdu, c'est vraiment très mauvais de ma part. C'est du temps enlevé à la pratique de la langue, que ce soit en compréhension ou en expression. Et donc, on va utiliser le portugais de façon très ciblée, au moment où on en a besoin. Mais par exemple, les séances de régulation, à mon avis, jusqu'à la fin, enfin, Eduardo me dit, mais tu pourrais faire un témoignage là-dessus, je crois que toi, au niveau du projet 3, déjà, tout se fait en français. Oui. Voilà. Il estime que les étudiants sont déjà arrivés à un niveau suffisant où même les séances de régulation, d'auto-évaluation peuvent se faire en français. Voilà. Mais dans les séances de régulation, dès le départ, si un étudiant, on est dans la perspective actionnelle. La séance de régulation, d'auto-évaluation, c'est pour dire ce qui est important, parce que ça peut avoir des importances sur la suite. Ce qu'on ne peut pas dire en portugais, ce qu'on ne peut pas dire en français, on le dit en portugais. Et puis ceux qu'ils estiment pouvoir dire en français, même mal, bah, ils essayent de le dire. C'est de leur responsabilité de savoir qu'ils vont utiliser systématiquement le français s'ils le peuvent. Mais si c'est important ce qu'ils ont à dire et qu'ils ne peuvent pas le dire en français, il faut surtout qu'ils le disent en portugais. Et moi, ce que je faisais dans mes cours, c'est qu'il y avait des moments avec des contrats différents. Il y a des moments du cours où on peut ne parler que la langue étrangère. Moi, j'étais professeur d'espagnol. On peut ne parler que... quand je faisais de l'espagnol en France, il y avait des activités où les élèves savaient qu'ils pouvaient utiliser leur langue maternelle, le français. Des activités où ils pouvaient utiliser soit le français, soit l'espagnol. Et moi aussi. Et puis des activités où ils essayaient de ne parler que l'espagnol, bien entendu. Ça aussi, c'est dans cette fameuse pédagogie de contrat dont je parlais tout à l'heure. Hein.
avec un appel à la responsabilité des étudiants. C'est que, bon, il ne s'agit pas de parler portugais parler français pendant tout le temps ici, bien entendu, parce qu'on sait bien qu'on apprend à parler en parlant. L'homologie fait un moyen aussi. Mais leur faire confiance aux étudiants pour penser que s'ils utilisent le portugais à un certain moment, c'est parce qu'ils ont des choses importantes à dire qu'ils ne pourraient pas dire en français. Voilà, c'est tout.